Il existe un endroit sur Terre où l'océan ne prend pas fin. Il se contente de changer de couleur. Où la glace, épaisse de plusieurs kilomètres, cache des lacs entiers, abritant une vie isolée du monde depuis 15 millions d'années. Où les orques chassent la baleine bleue, la plus grande créature de l'histoire de la planète, et en ressortent victorieuses. Où les manchots couvent leurs petits par moins 60 degrés, sans bouger de leur place pendant 2 mois d'affilée. Où le léopard de mer apporte des proies vivantes aux humains, peut-être dans l'espoir de leur apprendre quelque chose. Aujourd'hui, nous parlons de l'Antarctique. Non pas d'un simple continent sur une carte, mais d'un lieu où la vie défie toute logique. Et plus nous avancerons dans notre liste, plus il vous sera difficile de croire que tout cela se déroule sur la même planète que la nôtre. C'est parti! 10e de notre classement, voici le pétrel antarctique. Un oiseau que la plupart des gens ne citeraient pas spontanément en parlant de l'Antarctique, et pourtant, il maintient discrètement tout l'écosystème de l'océan austral en équilibre. Corps blanc, ailes sombres, bec acéré. Une silhouette sculptée par l'océan lui-même pour une vie au-dessus des vagues. Mais derrière cette simplicité apparente se cache quelque chose qui suscite chez les ornithologues une admiration non dissimulée. Commençons par ce qui fait du pétrel un pétrel, son vol. Cet oiseau utilise une technique que les ingénieurs aéronautiques continuent d'étudier aujourd'hui. Le vol dynamique. En substance, le pétrel exploite la différence de vitesse du vent à différentes altitudes au-dessus de l'eau. Juste au-dessus de la surface de l'océan, le vent est plus lent en raison du frottement avec l'eau, tandis qu'à quelques mètres de hauteur, il est nettement plus rapide. L'oiseau plonge, prend de la vitesse, puis remonte brusquement, exploitant l'inertie et le courant ascendant, et ainsi de suite, presque sans le moindre battement d'ailes. Le pétrel antarctique niche loin à l'intérieur du continent, dans certains cas jusqu'à 320 km du littoral. Imaginez, 320 km à travers l'un des paysages les plus hostiles de la Terre. De la glace à nu, des vents ouragans, des températures où la peau humaine non protégée succombe aux engelures en quelques minutes. Le pétrel parcourt cette distance, aller-retour, en quête de nourriture pour son petit, inlassablement, tout au long de la saison de reproduction. Il construit ses nids dans les crevasses de rochers, affleurant sous la glace. Sans herbe, sans branches, sans le moindre isolant. Juste la roche et le vent. La femelle ne pond qu'un seul œuf, et les 2 parents se relaient pour le couver, tandis que l'autre part pêcher en mer. Maintenant, parlons de ce qui distingue véritablement le pétrel des autres oiseaux, et ce que peu de gens savent. Cette espèce possède l'un des appareils olfactifs les plus développés parmi toutes les créatures ailées de la planète. La plupart des oiseaux s'orientent visuellement. Le pétrel y ajoute un odorat qui fonctionne sur des distances qui semblent incroyables. Il est capable de détecter des bancs de poissons ou de krill sous l'eau jusqu'à 25 km de distance. 25 km. C'est à peu près la distance qui sépare le centre d'une grande ville de sa banlieue la plus éloignée. Imaginez que vous soyez à une extrémité d'une métropole et que vous sentiez l'odeur d'un plat spécifique préparé dans un restaurant à l'autre bout. C'est à peu près comme ça que fonctionne le nez du pétrel antarctique. C'est précisément ce qui le rend indispensable à l'écosystème. Il trouve de la nourriture là où d'autres passeraient simplement sans rien voir. Et là où le pétrel se nourrit, d'autres espèces affluent. Il sert involontairement de navigateur pour des dizaines d'autres espèces. Le pétrel est également l'un des indicateurs les plus importants de l'état de l'océan austral. Les scientifiques suivent ses itinéraires de vol,
ses zones d'alimentation et le succès de sa reproduction. Et à partir de ces données, il tire des conclusions sur la température de l'eau, la quantité de krill et l'état de la couverture glaciaire. Cet oiseau, sans le savoir, effectue un monitoring constant pour la science de l'un des océans les moins étudiés de la planète. Au cours des dernières décennies, la population de pétrels antarctiques subit une pression difficile à percevoir de l'extérieur. La fonte de la glace de mer modifie la distribution du krill, la principale nourriture de l'oiseau. Les lieux où les pétrels se sont nourris pendant des générations deviennent progressivement moins productifs. Les oiseaux s'adaptent. Ils volent plus loin, dépensent plus d'énergie. Mais cette adaptation a ses limites. Et voici ce qu'il en reste, une fois toutes les données et les termes scientifiques mis de côté. Il y a un oiseau qui vit au-dessus de l'océan, le plus tumultueux de la Terre. Vole sur des centaines de kilomètres au cœur du continent le plus froid pour élever un unique poussin. Et le fait encore et encore, dans des conditions où un être humain sans équipement ne survivrait pas une seule journée. Le pétrel antarctique ne survit pas en Antarctique. Il y vit. La différence entre ces deux mots est bien plus profonde qu'il n'y paraît. Alors, à votre avis, la capacité de trouver de la nourriture à l'odeur sur 25 km au-dessus de l'océan ouvert, cela vous paraît-il concevable? N'hésitez pas à nous laisser un commentaire pour nous dire ce que vous en pensez. En 9e position de notre classement, nous avons l'otarie à fourrure de l'Antarctique. Un animal qui, au début du XXe siècle, avait quasiment disparu et qui compte aujourd'hui plusieurs millions d'individus. C'est l'une des histoires de rétablissement les plus spectaculaires de la vie sauvage, et aussi l'une des plus cruelles. Au XIXe siècle, les baleiniers et les chasseurs de fourrure ont quasiment anéanti la population d'otaries à fourrure de l'Antarctique. En quelques décennies de chasse, l'espèce fut tellement décimée que les expéditions rentraient bredouilles. Il ne restait tout simplement plus une seule otarie. De nombreux scientifiques de l'époque considéraient l'espèce commercialement éteinte. Les îles de Géorgie du Sud, où jadis rugissaient des milliers d'otaries sur les plages, étaient devenues si désertes qu'on pouvait y débarquer sans rencontrer le moindre animal. Mais quelques dizaines d'individus ont survécu, cachés dans des criques inaccessibles où les chasseurs ne s'aventuraient pas. Et c'est de ces survivants que sont issus les millions d'otaries qui peuplent à nouveau aujourd'hui les côtes des îles antarctiques. Les généticiens qui ont étudié la population actuelle ont découvert quelque chose de troublant. Tout ce cheptel de plusieurs millions d'individus présente une diversité génétique extrêmement faible. En fait, toutes les otaries à fourrure de l'Antarctique d'aujourd'hui sont les descendantes d'un unique petit groupe de survivants. Cela signifie qu'un virus virulent ou un changement brutal de ressources alimentaires pourrait décimer toute la population en même temps, sans exception. Le mâle otarie à fourrure de l'Antarctique est une créature entièrement dévouée à une seule mission: contrôler un territoire et maintenir un harem. Pendant la saison de reproduction, les mâles ne mangent rien pendant plusieurs semaines. Ils se tiennent simplement sur leur portion de plage et repoussent leurs rivaux, à coups de rugissements, de morsures et parfois de blessures graves. Durant cette période, le mâle perd jusqu'à 1/3 de son propre poids. Et quand la saison prend fin, il regagne l'océan pour se refaire une santé et revient l'année suivante. Imaginez la plage au plus fort de cette saison. Des centaines d'animaux, un vacarme incessant, l'odeur prégnante et l'agressivité qui flotte dans l'air.
Les femelles ne choisissent pas leur partenaire au hasard. Elles évaluent la taille, le comportement et la persévérance du mâle. C'est la sélection naturelle en direct, qui se déroule chaque année sur les mêmes rochers. Il y a un autre détail, peu connu. L'otarie à fourrure de l'Antarctique est l'un des rares phoques capables de se déplacer sur Terre avec une rapidité surprenante. Ses nageoires avant sont conçues différemment de celles de la plupart de ses congénères. Il marche, littéralement, sur les rochers et, si besoin, peut atteindre une vitesse telle qu'un être humain moyen ne pourrait pas le concurrencer sur une courte distance. Les chercheurs qui ont travaillé sur les plages de reproduction le savent d'expérience. L'otarie à fourrure de l'Antarctique est littéralement sortie du néant. Et aujourd'hui, en contemplant les colonies foisonnantes de la Géorgie du Sud, il est difficile de croire qu'il y a 100 ans, le silence régnait ici, et que toute cette diversité de vie ne tient qu'à un fil génétique, aussi fin qu'un chat d'aiguille. En 8e position de notre classement se hisse l'albatros hurleur, l'oiseau possédant la plus grande envergure de toutes les créatures vivantes sur Terre. Jusqu'à 3,5 mètres d'une pointe à l'autre. Ce n'est pas qu'un simple record, c'est une toute autre philosophie du vol. L'albatros ne bat pratiquement pas des ailes. Il utilise une technique de vol plané dynamique, portée à l'absolu. Pendant des heures, parfois des jours entiers, il glisse au-dessus de l'océan, dépensant moins d'énergie en vol qu'au repos. Des scientifiques, ayant équipé ces oiseaux de capteurs, ont recueilli des données qu'ils ont d'abord eu du mal à croire. Le rythme cardiaque de l'albatros en vol ne diffère presque pas de celui d'un oiseau posé. Il ne vole pas au sens habituel du terme. Il se contente de rester en l'air, laissant la planète tourner sous lui. En un an, l'albatros hurleur parcourt jusqu'à 120 000 kilomètres. Cela représente 3 tours de la Terre le long de l'équateur. Au cours de sa vie, ces oiseaux pouvant vivre jusqu'à 70 ans, un albatros parcourt une distance comparable à plusieurs allers-retours vers la Lune. Et tout cela au-dessus de l'océan ouvert, sans le moindre point d'appui, sans repère, sans terre sous ses ailes pendant des semaines d'affilée. Après leur premier envol du nid, les jeunes albatros ne posent pas le pied à terre pendant 3 à 10 ans. Ils partent simplement en mer et y vivent. Ils dorment directement sur l'eau, se balançant sur les vagues, ou somnolent en plein vol, déconnectant alternativement les hémisphères de leur cerveau. Ce n'est pas une métaphore. Ces oiseaux sont réellement capables de dormir en mouvement, en gardant le contrôle de leur corps grâce à une moitié active de leur cerveau, tandis que l'autre se repose. Mais il y a quelque chose de bien plus frappant que toutes ces données sur les distances et les vitesses. Les albatros forment des couples pour la vie. Ils retrouvent le même partenaire année après année, après des mois d'errance solitaire au-dessus de l'océan, dispersés aux 4 coins du monde. Leurs retrouvailles, après la séparation, sont accompagnées d'un rituel complexe. Des postures spécifiques, des frottements de bec, des sons que chaque couple exécute à sa manière. C'est leur langage personnel, forgé au fil de leurs années de vie commune. Quand l'un des partenaires meurt, le second passe souvent la saison suivante en solitaire, sans s'accoupler. Les ornithologues ont documenté des cas où un albatros veuf revenait au même site de nidification plusieurs années de suite, là où plus personne ne l'attendait. Il y a là quelque chose de difficile à expliquer par la seule biologie. L'albatros hurleur passe des années en l'air, ne touchant terre que pour élever son poussin, et de tout l'océan infini, il retrouve sans erreur le seul être qui le connaît. 70 ans, un seul partenaire, la même rive. À la 7e place de notre classement, les manchots. Et ici, nous ne parlons pas d'une seule espèce, mais d'un groupe entier de créatures.
chacune ayant résolu l'énigme de la survie en Antarctique à sa manière. 3 stratégies radicalement différentes, un environnement unique, et aucune d'elles ne ressemble à un compromis. Commençons par le manchot empereur, et allons droit au but. C'est le seul oiseau de la planète à se reproduire en plein cœur de l'hiver antarctique. Non pas malgré le froid, mais en l'utilisant. Tandis que la plupart des êtres vivants de l'hémisphère sud fuient l'hiver vers le nord, le manchot empereur s'enfonce au cœur du continent, là où la température descend jusqu'à -60 degrés Celsius et où les vents atteignent 200 km à l'heure. C'est là, dans l'obscurité totale de la nuit polaire, que la femelle pond son œuf et regagne immédiatement l'océan pour se nourrir. Le mâle reste seul. Il restera debout sur la glace, sans la moindre nourriture, pendant 120 jours. 2 mois. Tenant l'œuf sur ses pattes, sous un repli de peau abdominale, il perd presque la moitié de son poids. Pour survivre à un tel froid, les mâles se regroupent en formations denses, des tortues, comme on les appelle, et tournent lentement, de sorte que chacun se retrouve à tour de rôle au centre chaud, puis sur le bord glacé. Ce n'est pas un simple instinct grégaire. C'est un comportement collectif coordonné, étudié par les scientifiques comme modèle pour la conception de systèmes à échange thermique distribués. Quand la femelle revient, elle retrouve son mâle sans se tromper, parmi des milliers d'oiseaux qui se ressemblent tous parfaitement grâce à son cri. Chaque manchot empereur possède une empreinte vocale unique, et le couple se reconnaît dans le vacarme d'une colonie de plusieurs milliers d'individus à une distance où un être humain ne distinguerait plus rien. Le manchot Adélie a un tout autre caractère. Petit, agressif et absolument intrépide. Il attaque les humains sans crier gare si ceux-ci s'approchent trop près de son nid, et il construit ce nid avec des pierres qu'il chaparde à ses voisins avec une précision chirurgicale, le temps qu'ils aient le dos tourné. Les chercheurs qui ont observé les colonies d'Adélie décrivent ce phénomène comme une petite criminalité incessante. Les pierres sont volées par tous, à tous, et l'économie de la colonie repose sur une redistribution constante du matériau de construction. Le manchot papou complète ce trio, et il le fait avec un record. Dans l'eau, il atteint une vitesse de 36 km à l'heure, ce qui en fait l'oiseau le plus rapide sous l'eau de la planète. Sur Terre, il a l'air maladroit, mais qu'il entre dans l'eau, et c'est une toute autre créature. Dans l'eau, son corps fonctionne comme une torpède, dense, profilée, avec des ailes nageoires qui créent une poussée d'une efficacité inégalée par toute solution d'ingénierie humaine de taille comparable. 3 espèces. 3 réponses radicalement différentes à la même question. Comment survivre là où personne ne devrait survivre? Et chacune de ces réponses est fonctionnelle. En 6e position de notre classement, nous trouvons les phoques de Weddell. Des mammifères qui vivent plus loin de l'équateur que n'importe quelle autre espèce à sang chaud sur Terre et passent la majeure partie de leur existence là où la lumière du soleil ne pénètre tout simplement pas. Imaginez l'espace sous la glace antarctique. Une obscurité absolue. La température de l'eau est d'environ -2 degrés. Elle ne descend pas plus bas, uniquement parce que l'eau salée gèle à une température inférieure à celle de l'eau douce. La pression à plusieurs centaines de mètres de profondeur est telle que les poumons humains se réduiraient à la taille d'un poing. Le phoque de Weddell se sent parfaitement chez lui dans cet espace. Il plonge jusqu'à 600 mètres de profondeur et reste sous l'eau jusqu'à 80 minutes avec une seule inspiration. À titre de comparaison, des apnéistes professionnels, qui s'entraînent pendant des années, considèrent comme une performance de classe mondiale une apnée statique de 22 minutes. Le phoque de Weddell, lui, le fait en mouvement, dans une eau glaciale,
chassant ses proies dans l'obscurité la plus totale. La physiologie qui lui permet d'accomplir de tels exploits est fondamentalement différente de celle de l'homme. Lors de la plongée, son cœur ralentit, passant de 120 battements par minute, son rythme habituel, à seulement 4 à 6. La circulation sanguine est redistribuée, l'oxygène n'est dirigé que vers le cerveau et le cœur, tandis que les autres organes fonctionnent temporairement en mode de consommation minimale. La rate du phoque, contrairement à celle de l'homme, est un réservoir à part entière de sang riche en oxygène. Et lors de la plongée, elle libère cette réserve dans la circulation sanguine. Ce n'est pas une simple adaptation. C'est un système physiologique distinct que nous, humains, ne possédons tout simplement pas. Mais il y a quelque chose chez le phoque de Weddell qui surprend même les chercheurs les plus expérimentés. Il perce des trous dans la glace avec ses dents. Quand la surface se gèle et que l'accès à l'air est bloqué, le phoque se fraye littéralement un chemin en forant par des mouvements circulaires de la tête, usant ses incisives contre la glace. Les dents des adultes sont souvent usées jusqu'à la gencive pour cette seule et unique raison. Et lorsque leurs dents sont définitivement trop usées, l'animal perd la capacité d'entretenir ces trous et finit par périr. L'espérance de vie du phoque de Weddell est, dans une large mesure, déterminée par l'état de sa dentition. Sous l'eau, ces animaux communiquent à l'aide de sons que les chercheurs décrivent comme un mélange entre une arme laser de film de science-fiction et le chant d'une créature extraterrestre. Sifflements, trilles, signaux pulsatoires. Un langage acoustique riche qui n'a été décrypté que partiellement à ce jour. Les scientifiques recensent des dizaines de types de signaux constants, mais ce que les phoques se communiquent exactement les uns aux autres dans l'obscurité sous la glace reste encore, en grande partie, une question ouverte. Le phoque de Weddell existe à la limite de ce qui est physiologiquement possible pour un animal à sang chaud. Et chaque fois qu'il fait surface dans une trouée et prend sa première inspiration après 80 minutes sous l'eau, c'est un petit miracle physiologique qui se produit ici, jour après jour. 5e position de notre classement, l'éléphant de mer austral, le plus lourd prédateur de la planète. Pas un des plus lourds, le plus lourd. Les mâles atteignent 4 tonnes et mesurent 6 mètres de long. Pour vous donner une idée, imaginez 2 gros 4x4 empilés l'un sur l'autre. Et cette masse colossale respire, bouge, et peut atteindre une vitesse telle que vous n'auriez aucune chance de l'échapper sur Terre. Mais ne nous attardons pas sur sa taille. Commençons plutôt par ce qui se déroule sur les plages pendant la saison des amours. Car c'est l'un des spectacles les plus brutaux que l'on puisse observer dans la faune sauvage de l'Antarctique. Les mâles éléphants de mer austraux arrivent sur les plages avant les femelles, histoire de prendre leur marque et de s'assurer une position avantageuse. Le mâle dominant, ici surnommé le Beachmaster, contrôle un tronçon de plage avec plusieurs dizaines de femelles sous sa coupe. Maintenir ce statut, cela signifie se battre, constamment. Les prétendants ne cessent d'affluer, et chaque affrontement est une collision entre deux animaux dont le poids combiné atteint 6 à 7 tonnes. Ils se dressent sur leur nageoire arrière, percutent l'adversaire de la poitrine et du cou, et déchirent leur épaisse peau avec de puissantes canines. Après de tels combats, le rivage est littéralement teinté de sang, et ce n'est pas une figure de style pour faire sensation. C'est une description exacte de ce que les caméras des chercheurs enregistrent. Le vainqueur gagne le droit de s'accoupler. Le perdant s'en va, ou reste à terre
si l'affrontement a été particulièrement féroce. Le mâle dominant peut s'accoupler avec une cinquantaine de femelles par saison, et ce, pratiquement sans se nourrir. Il perd jusqu'à 40% de son poids durant cette période et retourne à l'océan pour récupérer, afin de revenir l'année suivante et de tenter à nouveau sa chance. Une fois en mer, l'éléphant de mer se transforme en une créature totalement différente. Cette masse maladroite sur la terre ferme devient alors un plongeur phénoménal. Il peut descendre jusqu'à 2000 mètres de profondeur, plus profond que la plupart des sous-marins militaires, et rester sous l'eau jusqu'à 120 minutes. Lors de la plongée, son rythme cardiaque ralentit jusqu'à 4 battements par minute. Son sang contient 2 fois plus d'hémoglobine que le nôtre, et ses muscles accumulent l'oxygène en des quantités inégalées chez n'importe quel mammifère terrestre. À de telles profondeurs, c'est l'obscurité totale, une pression de 200 atmosphères, et la température de l'eau avoisine le 0 degré. Et là, l'éléphant de mer austral chasse de grands calamars et des poissons avec une efficacité que les scientifiques peinent à comprendre, car l'observer à de telles profondeurs est pratiquement impossible. Il y a des animaux qui impressionnent par leur taille, d'autres par leur force. L'éléphant de mer austral, lui, impressionne par la combinaison des deux et par son existence simultanée dans 2 mondes que tout oppose. La plage, où tout se règle à coups de force brute et de rugissements assourdissants. Et les abysses, où règne un silence absolu. 4e de notre classement, voici le léopard de mer. Le seul phoque de la planète à chasser des animaux à sang chaud. Pas du poisson, pas du krill, non. Il s'attaque aux manchots, aux petits d'autres phoques, et à l'occasion, à tout ce qui s'aventure assez près de l'eau. Cet animal se distingue nettement de toute la faune antarctique, non par sa taille ou sa force, mais par son tempérament. L'apparence du léopard de mer est trompeuse. Un corps allongé, une tête presque reptilienne, une gueule d'une largeur démesurée. Quand il se prélasse sur la banquise, il a l'air lent et pâteau, mais qu'il plonge dans l'eau, et c'est une toute autre créature. Sous l'eau, le léopard de mer peut atteindre 40 km/h et changer de direction instantanément dans cette eau dense, si bien qu'un manchot qui tentait de lui échapper se retrouve soudainement droit devant sa gueule. La chasse au manchot par le léopard de mer, c'est une histoire en soi. Il se poste au bord de la glace, là où les manchots entrent ou sortent de l'eau. Il attend, parfois pendant des heures. Dès qu'un manchot plonge, le léopard est déjà là. Une fois sa proie attrapée, il ne se contente pas de la tuer. Il la fait tournoyer à la surface de l'eau par de brusques mouvements de tête, lui vidant littéralement son contenu jusqu'à ce qu'il ne reste plus que la chair. Cela peut sembler brutal, mais c'est une technique d'une efficacité redoutable, peaufinée par l'évolution. La gueule du léopard de mer mérite une mention spéciale. Ses dents sont agencées de 2 manières. À l'avant, des crocs acérés pour saisir et retenir les grosses proies. À l'arrière, des couronnes trilobées qui fonctionnent comme une passoire pour filtrer le krill. Un seul animal, 2 modes d'alimentation fondamentalement différents, un seul jeu de dents. Cette solution évolutive est si élégante que les biologistes l'utilisent comme exemple didactique d'adaptation universelle. Maintenant, parlons de ce qui rend le léopard de mer vraiment extraordinaire et qui dépasse le cadre d'une simple discussion sur les prédateurs. En 2006, le photographe britannique Paul Nicklén
a plongé dans les eaux antarctiques et s'est retrouvé face à face avec une grande femelle léopard de mer. Ce qui s'est passé ensuite, il le décrit comme l'une des expériences les plus étranges de sa vie. L'animal a commencé à lui apporter des manchots vivants, les tenant dans sa gueule et les poussant vers le photographe. Puis des morts, puis de nouveau des vivants. Pendant 4 jours, la femelle est revenue vers lui, encore et encore, avec des proies, essayant manifestement de lui apprendre quelque chose, ou de nourrir cette étrange créature impuissante en combinaison de plongée, incapable de chasser par elle-même. Personne ne peut dire avec certitude ce qui se passait exactement dans la tête de cet animal. Instinct maternel? Un comportement social transposé sur un objet inconnu? La curiosité d'un prédateur qui rencontrait pour la première fois quelque chose qui ne rentrait pas dans son cadre de référence? Il n'y a pas de réponse. Et c'est peut-être cela, le plus troublant chez le léopard de mer. Pas ses dents, ni sa vitesse, mais ce qui se passe clairement derrière ses yeux, bien au-delà d'un simple calcul de chasseur. En 3e position de notre classement, on retrouve la baleine à bosse. Et si vous pensez tout savoir de cet animal parce que vous avez entendu parler de ses chants, en réalité, vous ne connaissez qu'une infime partie de ce qui en fait l'une des créatures les plus stupéfiantes de la planète. La baleine à bosse pèse jusqu'à 40 tonnes et peut atteindre 16 mètres de long. Pourtant, elle bondit régulièrement hors de l'eau dans son intégralité. Lors d'un saut spectaculaire appelé « breaching », son corps s'élève presque entièrement au-dessus de la surface avant de retomber avec un fracas audible à des kilomètres à la ronde. Pourquoi une créature de 40 tonnes dépense-t-elle autant d'énergie pour ce saut? Les scientifiques en débattent encore. Les théories sont diverses. Communication, élimination de parasites, démonstration de force. Mais assister à cela en direct, de l'avis de tous ceux qui en ont été témoins, est l'un des spectacles les plus physiquement époustouflants de la nature. Parlons maintenant de la chasse, car c'est là que la baleine à bosse révèle quelque chose qu'on peut difficilement qualifier de simple instinct. Des groupes de baleines chassent de manière coordonnée grâce à la technique du filet de bulle. Un ou plusieurs individus plongent et se mettent à nager en spirale autour d'un banc de poissons ou de krill en expirant de l'air. Les bulles remontent, formant une paroi cylindrique que les poissons n'osent pas traverser. La proie se concentre au centre. À ce moment précis, les baleines jaillissent par le bas, gueule ouverte, de manière coordonnée, simultanément, chacune connaissant son rôle au sein du groupe. Cela exige une planification, une répartition des rôles et une synchronisation des actions entre plusieurs individus. Différents groupes de baleines à bosse utilisent diverses variations de cette technique et les transmettent aux générations suivantes. C'est un comportement culturel, au sens biologique du terme. Non pas un instinct génétiquement ancré, mais une compétence acquise, qui est enseignée et apprise. Parlons maintenant des chants, mais pas comme vous les avez entendus. Les chants des baleines à bosse sont exécutés uniquement par les mâles, et seulement pendant la saison des amours. Chaque saison, le chant évolue, progressivement, d'un individu à l'autre, comme si une vague de mode musical se propageait à travers la population. Des scientifiques, ayant comparé des enregistrements provenant de différents coins de l'océan, ont découvert une régularité frappante. Une nouvelle mélodie, enregistrée pour la première fois chez un groupe de baleines au large des côtes australiennes, réapparaissait quelques années plus tard chez des baleines au large des côtes brésiliennes. À travers l'ensemble des océans Pacifique et Atlantique, sans aucun contact physique entre les populations.
La manière exacte dont ce signal musical est transmis sur de telles distances reste l'une des questions ouvertes de la biologie des cétacés. La baleine à bosse se nourrit jusqu'à 1,5 tonne de krill et de poissons par jour dans les eaux antarctiques, accumulant des réserves de graisse avant une longue migration vers les tropiques, où elle se reproduira en se nourrissant à peine pendant des mois. Sa vie est rythmée comme un pendule, entre deux extrêmes, l'abondance antarctique et le jeûne tropical. Et dans les deux états, cet animal reste lui-même, immense, complexe et bien plus intelligent qu'on ne le pense généralement. La deuxième position de notre classement est occupée par la baleine bleue. Et il faut tout de suite en souligner l'ampleur, car sans cela, tout le reste n'aurait pas le poids qu'il mérite. La baleine bleue est la plus grande créature ayant jamais vécu sur Terre. Pas la plus grande des espèces actuellement vivantes. Non, la plus grande de toutes. Dans toute l'histoire de la vie sur cette planète, y compris toutes les époques des dinosaures, y compris tous les reptiles marins du Mésozoïque, y compris tout ce qui a jamais marché, nagé ou rampé. Rien de plus grand qu'une baleine bleue n'a jamais existé. C'est un fait qu'il convient de garder à l'esprit pendant que nous continuons. La longueur d'une baleine bleue adulte atteint 33 mètres. Son cœur pèse environ 600 kg, soit à peu près le poids d'une petite voiture, et bat à une fréquence de 2 à 10 battements par minute. L'aorte de la baleine bleue est si large qu'un bébé nouveau-né pourrait, en théorie, y nager. Sa langue pèse autant qu'un éléphant adulte. Chaque inspiration contient environ 2000 litres d'air. Le jet d'eau qu'elle projette en expirant s'élève jusqu'à 9 mètres de hauteur. Il est visible à plusieurs kilomètres. Pourtant, la baleine bleue se nourrit de krill, des créatures de quelques centimètres de long. Le plus grand animal de l'histoire de la Terre subsiste grâce à l'un des plus petits. En une seule journée, elle engloutit jusqu'à 4 tonnes de ces minuscules crustacés, en filtrant l'eau à travers ses fanons. C'est l'un des mécanismes d'alimentation les plus efficaces de la nature, et en même temps, l'un des plus vulnérables, car toute la vie de la baleine bleue dépend de la concentration de krill dans des zones spécifiques de l'océan. Le petit de la baleine bleue naît, mesurant environ 7 mètres de long et pesant près de 3 tonnes, et cela, dès la naissance, le rend plus grand que la plupart des animaux de la planète. Au cours des premiers mois de sa vie, il prend environ 90 kg par jour. 90 kg chaque jour. C'est la croissance la plus rapide parmi tous les animaux ayant jamais existé sur Terre. La voix de la baleine bleue est le son le plus puissant produit par n'importe quel animal sur la planète. Ces signaux infrasonores atteignent 188 décibels, plus fort qu'un moteur à réaction, et se propagent dans l'eau sur des milliers de kilomètres. Les baleines communiquent à travers des bassins océaniques entiers, s'entendant les unes les autres sur des distances difficiles à imaginer. Avant l'avènement de la navigation industrielle, qui a rempli les océans du bruit des moteurs, les baleines bleues pouvaient s'entendre les unes les autres pratiquement partout dans les océans du monde. Et c'est là que l'histoire prend un tournant radical. Au XXe siècle, l'humanité a failli anéantir complètement cette espèce. En 70 ans de chasse à la baleine industrielle, plus de 360 000 baleines bleues ont été tuées. Au moment de l'introduction du moratoire sur la chasse à la baleine, en 1966, la population avait chuté à environ 3 à 5 000 individus, contre 2 à 300 000 à l'origine. L'espèce n'était qu'à quelques décennies de l'extinction totale. Si l'interdiction avait été adoptée 20 ans plus tard, selon les calculs des scientifiques, les baleines bleues n'auraient déjà plus existé. À votre avis, l'humanité est-elle vraiment capable de s'arrêter à temps quand quelque chose d'aussi immense et d'aussi vulnérable face à nous est en jeu? Écrivez en commentaire ce que vous en pensez. En tête de notre classement, on trouve les orques, et ce n'est pas un hasard.
Chaque animal de notre liste aujourd'hui est amené à croiser le chemin d'une orque à un moment donné. Et pour la plupart d'entre eux, cette rencontre se termine de la même façon. L'orque n'est pas l'animal le plus grand de l'océan, ni le plus rapide, mais c'est la seule à chasser tous les autres de cette liste. Les manchots, les phoques de Weddell, les éléphants de mer, les léopards de mer, les baleines à bosse et la baleine bleue, la plus grande créature de l'histoire de la Terre. L'orque se trouve au sommet de la chaîne alimentaire antarctique, non pas parce qu'elle est individuellement plus forte que tous les autres, mais parce qu'elle est plus intelligente que tous réunis. Commençons par dire que l'orque n'est pas une seule espèce au sens comportemental du terme. Dans les eaux antarctiques, il existe au moins 4 écotypes d'orques différents, chacun spécialisé dans une proie spécifique et utilisant des stratégies de chasse radicalement différentes. Certains ne chassent que le poisson, d'autres se spécialisent dans les phoques. Les troisièmes, et c'est le plus étonnant, s'attaquent aux grandes baleines. Ces groupes ne se mélangent pas, ne se reproduisent pas entre eux et n'adoptent pas les stratégies les uns des autres. Ce sont en fait des cultures distinctes au sein d'une même espèce biologique. La technique de chasse aux phoques couchés sur les icebergs est devenue l'un des exemples les plus documentés de comportements culturels chez les animaux. Un groupe d'orques s'approche de la banquise de manière coordonnée, évalue sa taille et la position du phoque, puis plonge en synchronisation, créant une vague qui soit emporte le phoque à l'eau, soit brise la banquise. Si la première vague n'a pas fonctionné, les orques répètent la manœuvre. Encore et encore, méthodiquement, sans se presser. Les jeunes orques n'héritent pas génétiquement de cette technique. Ils l'apprennent. Les mères entraînent littéralement les jeunes, leur permettant d'observer, puis de participer à la chasse sous le contrôle d'individus expérimentés. La chasse à la baleine bleue, c'est un chapitre à part. Un groupe d'orques encercle la baleine, l'empêchant de s'échapper en profondeur. Certaines bloquent son mouvement par le haut, d'autres attaquent sur les flancs, d'autres encore frappent par le bas. Le but n'est pas de tuer rapidement, mais d'épuiser. Les orques mordent les nageoires et la queue, ralentissant la victime. Elle ne se presse pas. La baleine bleue n'a aucune chance de s'échapper. Elle ne peut que gagner du temps. Une telle chasse peut durer plusieurs heures. Ce qui fait de l'orque une créature véritablement exceptionnelle, c'est la structure de sa vie sociale. Les orques vivent en groupes matriarcaux, où la femelle la plus âgée domine. Elle est la gardienne des connaissances du groupe. Elle se souvient où et à quelle période de l'année se concentre la proie. Quelle technique fonctionne dans des conditions spécifiques. Comment réagir aux situations inhabituelles. Des études ont montré un lien direct entre la présence de la femelle la plus âgée dans le groupe et la survie des jeunes individus. Lorsqu'elle meurt, le groupe devient plus vulnérable. Pas tout de suite, progressivement. Parce qu'avec elle, disparaît l'expérience accumulée, qui n'est enregistrée nulle part ailleurs que dans sa mémoire. Les orques sont les seuls animaux, en dehors de l'être humain, dont les femelles vivent significativement plus longtemps que leur âge de reproduction. Une orque femelle cesse de se reproduire vers 40 ans, mais continue de vivre jusqu'à 90 ans. Elle passe ses décennies post-reproductives à transmettre son savoir au groupe. L'évolution l'a conservée, non pas pour la reproduction, mais pour l'enseignement. Ce phénomène est appelé l'hypothèse de la grand-mère, et il existe aussi chez les humains. Nous n'avons juste pas l'habitude de penser que nous la partageons avec les orques. En Antarctique, l'orque n'est pas seulement un prédateur au sommet de la chaîne alimentaire. C'est un animal doté d'une culture, d'une mémoire, de structures sociales qui se transmettent de génération en génération.
Une créature qui chasse le plus grand représentant de la vie sur Terre, et le fait non par la force, mais par l'intelligence et la coordination. C'était le premier épisode. Et si, durant cette heure, vous avez appris ne serait-ce qu'une seule chose qui a modifié votre perception de ce qui se passe à l'autre bout de la planète, alors tout cela n'aura pas été vain. La prochaine vidéo est presque prête, et elle sera tout aussi captivante. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner et de laisser votre commentaire. De mon côté, je serai attentif à vos suggestions et m'efforcerai de créer le meilleur contenu possible. Passez une excellente journée.